Bonjour, je suis Linda Allard de la chronique Innover et vendre et aujourd'hui je me dirige à West Palm Beach en Floride pour rencontrer Robert Bélanger, président et chef de direction des produits Beltec. Le 27 mai 2017, au 31e gala prix distinction de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska et région, les produits Beltec ont remporté 2 lauréats. Le premier lauréat pour l'entreprise manufacturière de plus de 20 employés et le deuxième lauréat pour le prix Innovation. Au gala précédent, les produits Beltec avaient remporté aussi le prix Innovation. Beltec est le principal fabricant international de tissus 3 pour les centres de sécurité dans l'aviation, l'automobile et plusieurs applications dans le secteur industriel. MSafe est le fabricant de cette ceinture de sécurité et est client de Beltec. Dans ce secteur, le poids de l'équipement est constamment sous révision et les fabricants se doivent d'innover. C'est excessivement important pour atteindre les objectifs des transporteurs. Si on va sur la page d'accueil du site Internet de Beltec, on peut savoir le nombre de mètres produits par l'entreprise. C'est calculé en temps réel. Hier, je suis allée voir et puis il y avait 2,5 milliards de mètres, ce qui représente plus de 6,5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Beltec, fondée en 1931, est l'une des plus anciennes entreprises manufacturières de Granby et un client de longue date de leur innovation. Comment Beltec arrive à se démarquer dans l'arène internationale dans le secteur du textile où l'Asie a causé tant de fermetures d'entreprises? Robert Bélanger a accepté de m'accorder une entrevue pour nous aider à comprendre. D'abord, Robert, je voulais vraiment te remercier de m'accueillir dans ton beau petit paradis à toi, Mimi, en Floride. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager ton expérience en tant que dirigeant de l'entreprise Beltec, qui est maintenant leader international de centres de sécurité. Je suis tentée de te poser comme première question, suite à ce qui est arrivé récemment, comment as-tu trouvé le gala pré-distinction de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska et région? Bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Premièrement, j'aimerais te remercier de t'être déplacé ici en Floride pour pouvoir m'interviewer. J'apprécie beaucoup. Si on revient au gala de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska, mon expérience également qui m'a motivé, c'est la réunion que j'ai eue avec les comités avant le soir du gala. C'est que ces comités-là, il étaient à peu près 5-6 personnes. Ah oui. Pour chaque prix innovation, nous, et prix d'entreprise plus que 20-25 employés. Puis il y a eu une interaction de discussion avec ces gens-là. Moi, j'étais ici sur Skype. Eux, ils étaient à Granby, j'imagine. Puis ça a été très, très enrichissant pour que je puisse, en réalité, démontrer pourquoi je devrais gagner. Mais pas moi, mais Beltec devrait gagner. Ça, c'est excessivement enrichissant. Le soir du gala, c'est toujours quelque chose d'enrichissant aussi. Mais on reçoit notre prix, on dit un petit discours, quoi que ce soit. C'est touchant. Mais mon expérience, ma motivation était surtout avec la rencontre avec les comités. Puis, je voudrais aussi quand même souligner ce que j'ai trouvé intéressant, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était vraiment impartial. C'est un comité qui n'était pas de la région. Et c'était une première aussi qu'il faisait. Donc, c'est tout à ton honneur aussi d'avoir gagné. Merci, parce que j'ai entendu des rumeurs qu'auparavant, c'était en réalité, la sélection était faite plutôt avec peut-être des gens qui avaient des relations avec la Chambre de commerce, des choses comme ça. Cette année, je pense qu'il y a un nouveau président. Oui. Puis, je pense que ça a été une réussite parce que, au lieu d'avoir peut-être 200, 230 personnes, cette année, on était le double. La participation était extraordinaire. En plus, ça a été quelque chose qui a été encore plus motivant. Puis, j'ai bien aimé ça. Depuis combien de temps diriges-tu Beltec et qu'est-ce qui t'a amené là? Tout ça a débuté en 1998. J'étais aux États-Unis, au Michigan. J'étais gérant général directeur d'une entreprise que notre siège social à Toronto avait décidé de vendre. Puis moi, je me demandais si je devais rester avec eux ou regarder d'autres opportunités dans mes carrières, quoi que ce soit. Puis, ayant
un passé de finance. Je ne voulais pas retourner en finance. Puis là, il y avait une opportunité. Un de mes amis m'a appelé et il m'a dit Bob, tu devrais peut-être en revenir à Montréal parce que moi, je suis dans une entreprise, c'est de la Grand Canada dans ce moment-là. Je vais me retirer puis j'aimerais ça que tu sois ma succession, tu prends ma place. Mais je vais être honnête, quand je suis arrivé là, première semaine de mai 1998, j'aimais pas ça. C'était une entreprise qui était très vieillot. Puis je regardais le procédé, puis tout ça, puis je n'aimais pas ça. Puis je suis revenu à la maison le soir, puis je disais à mon épouse, quelle erreur qu'on a faite, on a déménagé du Michigan, on s'est emmené ici, tout ça. On s'est réellement commis, mais j'aime pas ça. Mais avec le temps, j'ai persisté. Je me suis réellement impliqué dans l'entreprise. J'ai dépassé beaucoup de temps dans le laboratoire, parce que moi, je ne suis pas une personne de textile. Je suis une personne, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en finance. Fait qu'il fallait que j'apprenne. Je ne pouvais pas aller m'asseoir dans les compagnies d'automobiles avec aucune expérience devant les ingénieurs, ça n'avait pas de sens. Ça fait que j'ai passé beaucoup de temps dans l'usine, beaucoup de temps dans le laboratoire pour prendre une certaine expérience. Puis, avec le temps, je me suis comme attaché à l'entreprise. Puis, en 2001, je suis devenu le président-chef de la direction. Encore une fois, dans la Grand Canada, jusqu'en 2005. Ou 2005, on a fait un MBO en 2005 pour racheter la Grand Canada. Puis c'est Beltec depuis 2005. Dirais-tu que les moteurs de l'innovation sont tes clients chez Beltec? Mes clients chez Beltec sont un certain moteur d'innovation, oui. Mais mon gros moteur d'innovation, c'est quand je vais dans les compagnies d'automobiles et je rencontre en réalité les ingénieurs. J'ai une expression qui est anglaise qui dit « What keeps you awake at night? » C'est quoi vos problèmes? Pour diriger en réalité notre innovation vis-à-vis de problèmes. Parce qu'on peut faire de l'innovation en isolation. On se ramasse à un certain moment donné et on n'a pas de résultat, personne n'en veut. C'est excessivement important que ça soit fait conjointement avec ce qu'on appelle en anglais, encore une fois, les end users, les gens qui servent du produit, et de connaître c'est quoi le problème pour pouvoir développer un produit qui va répondre à ces problèmes-là et développer des niches. Parce qu'il y a une chose excessivement importante, c'est que si vous avez un produit d'innovation, vous pouvez améliorer vos marges de profit. Tandis qu'avoir un produit de commodité. Moi, je suis contre les produits de commodité. Je ne veux pas faire de produits de commodité. Je ne veux pas faire compétition avec la Chine. On est dans le textile spécialisé, mais c'est excessivement important d'avoir des produits à valeur ajoutée, à haute technologie, pour pouvoir répondre. Puis je vais donner un petit exemple d'innovation. On travaille sur un projet dans le moment, dans l'aviation, pour pouvoir avoir une ceinture conductrice, pour pouvoir identifier si le passager porte sa ceinture de sécurité ou non, pour protéger en réalité les agents de bord durant les périodes de turbulence pour pas qu'ils se fassent blesser. Ça, c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans, mais c'est un projet excessivement compliqué. Parce que les compagnies d'aviation, rentrer quelque chose de nouveau dans un avion, ça peut prendre 10 ans. C'est zéro failure. Tu peux pas manquer. Fait que là, on continue à travailler là-dessus, mais ce qui est important, c'est de trouver un fil conducteur que je peux cacher dans ma salle, que je peux teindre, qui va rencontrer en réalité des spécifications, d'élongation, etc., pour pouvoir en réalité arriver chez mon client avec l'innovation. Mais mon entrée d'innovation ne sera pas avec le client. Va être avec le syndicat des agents de bord. Puis je vais aller lui vendre l'histoire de la sécurité pour ces gens-là, qu'eux autres forcent cette innovation aux constructeurs d'avions. C'est un gros projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je suis excessivement confident d'arriver avec quelque chose réellement qui va répondre à une demande, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la turbulence, avec le réchauffement de la planète, quoi que ce soit, d'ici 12-13 ans, ça va tripler. Ça veut dire que vous allez vous en aller en avion, il va y avoir beaucoup de turbulence. Fait que moi, je pense que je vais répondre à une certaine demande de sécurité. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Dirais-tu que c'est une des innovations dont tu es le plus fier? Oui. Dans l'aviation, c'est pas terminé, mais j'en parle à beaucoup de monde, puis tout le monde dit pourquoi ça n'est pas arrivé avant, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas. Fait que c'est, je pense, quelque chose d'extraordinaire. Puis ça, encore une fois, ça a été rencontrer un ingénieur chez mon client qui m'a mis ça dans la tête. Fait que c'est quelque chose de très, très important. Maintenant, j'en ai un autre.
qui est ce qu'on appelle le nylon-like. C'est une fibre de polyester, mais qui répond aux exigences du nylon, du point de vue performance. Le nylon est beaucoup... Qu'est-ce qui se produit avec le nylon? Les gens vont utiliser le nylon dans les slings, dans les élingues de levage, à cause, comme dans le domaine du oil and gas, parce qu'il y a des produits chimiques qui vont en réalité, qui touchent au sang et les endommagent. C'est pour ça que les gens vont utiliser du nylon. L'élongation, abrasion, c'est meilleur. Maintenant que la cendre nylon-like, le fibre nylon-like, on rencontre toutes ces exigences-là. Puis là, on est après de faire la promotion aux États-Unis, dans des magazines. Puis on a déjà reçu une commande aux États-Unis. Puis on a 2-3 clients ici au Canada qui ont déjà commencé à intégrer ce nouveau produit-là dans leur ligne de produits. Fait que je suis très, très satisfait de ça. Vous travaillez en collaboration avec le CTT à Saint-Hyacinthe. Pourquoi? Ben, la raison principale, c'est que moi, je ne peux pas avoir un département chez nous avec toute la recherche nécessaire. Si je prends l'exemple de ma ceinture pour l'aviation avec conducteur, je n'ai pas un ingénieur électrique chez moi. Fait que je vais au CTT. Ils ont toutes les ressources que j'ai besoin pour pouvoir développer un produit. Moi, j'apporte l'idée. Le CTD m'aide à le développer. Puis en plus, je suis président, puis chef, le président en réalité du comité conseil d'administration du CTT. Ça fait déjà presque 3 ans. Puis ce que ça me donne, c'est que ça me donne l'opportunité avec le CTT d'aller faire des conférences dans d'autres pays, comme en France. Je m'en vais en Belgique au mois d'octobre. Je pense que ça me donne en réalité une clé d'accès pour aller voir peut-être d'autres choses dans le monde et en plus peut-être faire des connaissances de la compétition, qu'est-ce que la compétition peut faire. Parce qu'il y a une chose excessivement importante dans notre business, c'est ce qu'on appelle en anglais du benchmarking. Si vous ne faites pas de benchmarking, c'est pas mal dur de rester en business. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup, beaucoup. Selon toi, quel est le principal facteur clé de succès en innovation? Pour moi, le plus gros succès, c'est d'impliquer ce qu'on appelle les end users. Les gens, en réalité, qui vont vendre ce produit-là à des utilisateurs. Parce que vous pouvez faire de la recherche en isolation, puis vous arrivez au bout d'avoir dépensé beaucoup d'argent avec un produit que vous aimez beaucoup, mais personne n'en veut. Il est excessivement important de travailler avec des comités pour déterminer quelle sorte d'innovation qu'on veut développer ensemble et pas en isolation. Donc ça, je pense que c'est un facteur de succès qui est excessivement important. Puis je regarde dans l'expérience du passé, ça a toujours été fait de cette façon-là. Je pense que c'est excessivement important. Comment se passe la gestion de ton entreprise à distance? La gestion de mon entreprise à distance, je vais être honnête, des fois je me sens comme un petit peu coupable de ne pas être dans le milieu de l'action. Mais dans ma fonction, je pourrais être en Chine, je pourrais être au Japon, je pourrais être aux États-Unis, j'étais aux États-Unis, mais je pourrais être au Mexique, n'importe où. Ça n'a pas tellement d'importance. La gestion, c'est que nous, tous les matins, on a une réunion avec les superviseurs de département. Chaque département vient debout, en réalité, de garder les choses qui sont importantes pour la journée. Moi, je fais partie de cette réunion-là via la technologie Skype. Fait que tous les matins, à 9 h, il y a une réunion jusqu'à 9h30, 9h45. On parle des problèmes. On parle de la production de la veille. On parle des choses qui sont très, très, très importantes, les enjeux qu'on doit adresser. Je suis au courant de ça. Une semaine par mois, je m'assure d'aller à l'usine, à Granby, pour que les gens me voient, pour démontrer que je ne suis pas disparu complètement. J'écris aussi ce que je fais, j'écris des lettres qu'on affiche dans l'usine sur les activités de l'entreprise, pour qu'ils sachent en réalité qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que ces gens-là, ils travaillent sur le plancher, puis ils ne savent pas en réalité nos problèmes qu'on peut avoir, pourquoi on peut faire certains gestes ou prendre certaines décisions. Fait que je leur écris une lettre, je leur dis peut-être une fois par mois, pour leur donner en réalité un résumé de qu'est-ce qu'on fait, les obstacles qu'on peut avoir, les opportunités qu'on peut avoir. Puis je pense que mes gens sont assez au courant de notre entreprise. Mais pour revenir à la question de travailler ici de la Floride avec des opérations qui étaient à Granby, j'aurais pensé au début que ça allait être pire que ça. Mais je devrais dire que je me suis même ajusté à être
très, très au courant de ce qui se passe. Pas toutes les petites choses, mais... Et je pose beaucoup de questions durant ces réunions-là. Puis la raison de ça, c'est que je veux qu'ils sachent que je suis au courant, que je ne suis pas discipliné. Fait que ça fonctionne très, très bien. Est-ce qu'il y a des projets actuellement dont tu aimerais nous parler, qui ce serait comme une primeur? Oui, monsieur, c'est une question excessivement pertinente parce que nos affaires vont monter d'à peu près 30 Puis nous, dans l'industrie, dans le moment de l'industrie de la ceinture sécuritaire en Amérique, on fournit peut-être 30 de la demande totale et 10 de toute la demande mondiale. Mais ça prend de la capacité. Puis justement, là, on est après travailler sur un projet d'investissement. C'est un projet d'à peu près 6 millions pour mettre de la capacité additionnelle à Granby, chez Beltec, pour pouvoir répondre en réalité à ce qui se passe dans l'industrie dans le moment. Fait que je suis très fier. Puis les gens ne savent pas que 10 de toutes les ceintures de sécurité au monde sont fabriquées à Granby. La demande mondiale de ceintures de sécurité est 1 milliard de mètres. C'est quoi 1 milliard de mètres? Nous, en tout cas, on fait presque 3 fois la circonférence de la Terre en ceintures de sécurité par année. Je vais juste vous montrer la magnitude, en réalité, du volume que ça implique. Fait que je suis très, très fier de ça. Puis, d'ici peut-être la fin de l'année, on devra avoir une ouverture chez Beltec pour, en réalité, inviter la presse, inviter nos banquiers, inviter certains de nos clients à faire l'ouverture de cette nouvelle capacité. Tu dis bien 10 de toutes les ceintures de sécurité dans le secteur de l'automobile, c'est fait à Granby. C'est vraiment surprenant. Dans le monde entier. C'est le monde entier, comme je disais tout à l'heure, c'est 1 milliard de mètres par année. En plus, on fournit peut-être entre 50 et 65 de toutes les ceintures d'aviation au monde. Ça vient tout de Granby, ces choses-là. Oui. On devrait être fiers de ça. On a un vrai petit joyau à Granby, puis on le découvre Oui, à travers exactement. cette entrevue. À travers des entrevues. Oui. Merci Robert pour cette entrevue et puis aussi succès dans tous tes beaux projets. Bien, gros merci. Linda, je pense que c'est important que tu sois venue pour mettre en réalité Beltec un petit peu plus sur la map. Puis, c'était une grande opportunité pour nous de pouvoir donner un petit peu notre histoire d'évolution. Puis, j'espère que je vais avoir une autre histoire à raconter d'ici quelques années. Un gros merci. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de découvrir cette belle entreprise qu'est Beltec et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo.